3 hommes en costume coûteux avaient acculé Claire Bernard dans un coin du restaurant familial chez Marcel à Sainte-Rose, et personne ne faisait rien. Le père célibataire à la table 7, celui avec des traces de peinture sous les ongles, qui venait de couper la pizza de sa fille de 8 ans, posa lentement sa fourchette et se leva. Ce qui se passa ensuite dura exactement 10 secondes. Le bras du premier homme fut tordu dans le dos avec un craquement écœurant. Le second gisait face contre terre sur le carrelage et le troisième reculait, les mains levées en signe de capitulation. Tout le restaurant se tut pendant que Marc Dubois époussetait sa chemise de travail. Sa fille leva à peine les yeux de son livre de coloriage. « Mon papa était dans la marine », expliqua Léa d'une voix sérieuse, comme si cela expliquait tout. Comment un plombier tranquille pouvait soudain se déplacer comme une arme de guerre. Cette histoire prouve qu'un héros peut se cacher derrière l'apparence la plus ordinaire et que parfois, 10 secondes suffisent pour changer 3 vies. Si vous êtes prêts, puis vous êtes pour cette histoire d'héroïsme paternel, de justice et de famille qui se forment dans l'adversité, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Chez Marcel était devenue la tradition du vendredi soir de Marc Dubois depuis 3 ans, depuis qu'il avait emménagé à Sainte-Rose avec Léa, après que tout dans sa vie s'était écroulé. Les banquettes en cuir rouge, l'odeur du pain à l'ail et le doux murmure des familles créaient une illusion de normalité dont il avait désespérément besoin. Mais ce soir-là, quelque chose de différent flottait dans l'air, une tension qui lui hérissait les poils des bras. Il avait appris à faire confiance à ses instincts pendant ses 8 années comme soldat d'élite. Il lui avait sauvé la vie dans des endroits où la mauvaise ombre signifiait la différence entre rentrer chez soi ou mourir. Sainte-Rose était censée être différente. Elle était censée être sûre. Mais en regardant sa fille colorier soigneusement un hippocampe, Marc ne pouvait se défaire du sentiment que le danger était assis à seulement 3 tables de distance. Claire Bernard était entrée 20 minutes plus tôt, seule et visiblement nerveuse. Elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone avec une hâte fébrile, comme si quelque chose de vraiment sérieux en dépendait. Elle avait commandé un café, mais ne l'avait pas touché. Ses mains tremblaient légèrement pendant qu'elle faisait semblant de lire le menu. Marc reconnaissait les signes. Quelqu'un en fuite, quelqu'un qui savait qu'il était observé. C'est pourquoi il s'était consciemment assis à la table 7 avec le dos au mur, vue dégagée sur toutes les entrées, de vieilles habitudes que sa fille ne prenait que pour les manies de son père. Les autres clients semblaient ne rien remarquer de cette tension. Ils étaient absorbés par leur conversation, mais Marc la sentait comme une pression qui s'accumule avant un orage. « Papa, pourquoi la dame a l'air si effrayée ?» chuchota Léa, ses crayons de couleur s'arrêtant un moment au-dessus de la queue de l'hippocampe. Elle avait hérité de l'intuition de sa mère, cette capacité troublante à lire les gens, un talent qui avait à la fois béni et maudit les femmes dans la vie de Marc. Il jeta un nouveau coup d'œil vers Claire, vit comment elle fixait nerveusement la sortie, comment ses épaules se contractaient à chaque nouveau client. « Parfois, les adultes ont des soucis, ma chérie, » dit Marc doucement en coupant encore un morceau de pizza. « Comme quand tu t'inquiètes pour les contrôles de maths, mais en plus grand. » Sa voix était calme, rassurante, mais ses yeux continuaient de balayer le restaurant sans relâche. Juste à ce moment-là, 3 hommes en costume coûteux entrèrent dans la salle, et tout dans leur langage corporel criait problème. Ils ne regardèrent pas les menus, n'attendirent pas qu'on les place. Non, ils se dirigèrent avec une intention ferme directement vers la table de Claire. Leurs chaussures italiennes brillantes claquaient comme un compte à rebours sur le carrelage. Le leader était construit comme un joueur de rugby, avec des tempes grises et des mains qui connaissaient la violence. Ses 2 compagnons le flanquaient avec une précision presque militaire. Ils coupèrent toute voie d'évasion à Claire, comme s'ils l'avaient répété des dizaines de fois. Marc sentit ses muscles se tendre, sa respiration passer automatiquement dans le rythme contrôlé qu'il avait appris autrefois à l'école de guerre. Léa fredonnait encore doucement en coloriant, complètement inconsciente que leur paisible soirée de vendredi était sur le point de se briser.
Madame Bernard, dit le leader, sa voix portant une menace silencieuse qui fit immédiatement taire les autres conversations dans le restaurant. Vous avez ignoré nos appels. La tasse de café de Claire heurta la soucoupe quand elle la reposa. Son visage était pâle, mais déterminé. « Je vous ai dit que je n'étais pas intéressé, » répondit Claire, sa voix plus ferme que ne le suggéraient ses mains tremblantes. « Trouvez-vous un autre avocat. » L'homme en costume sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Sans invitation, il glissa en face d'elle dans la banquette. Ses deux compagnons restèrent debout, lui bloquant la voie vers la sortie. La main de Marc se crispa autour de sa fourchette. Chaque instinct en lui criait d'agir immédiatement. Mais Léa était assise juste à côté de lui, et il s'était juré que la violence ne toucherait plus jamais sa vie. « Vous vous trompez, maître, » continua l'homme, sa voix amicale en surface mais pleine de menaces sous-jacentes. « On ne s'éloigne pas simplement de Victor Castellano. Pas quand on sait ce que vous savez. » Il se pencha en avant et Claire se pressa instinctivement contre le dossier de la banquette. « Alors, voilà comment ça va se passer. Vous abandonnez l'affaire Henderson. Vous oubliez tout ce que vous croyez avoir découvert. Et puis vous retournez vous occuper de divorce et de contravention, comme une sage petite avocate. » Avant que quiconque puisse réagir, une assiette en céramique explosa à quelques centimètres du visage de Claire contre le mur. Des éclats blancs pleuvaient sur la banquette en cuir rouge. Un des hommes l'avait balayé de la table d'un geste désinvolte, une menace sans mots. Maintenant, les trois hommes se penchaient sur Claire, leur voix basse mais pleine de dureté. Les autres clients commençaient à partir précipitamment, sentant le danger mais ne voulant pas s'impliquer. La serveuse avait disparu, probablement derrière le comptoir, vraisemblablement pour appeler la police. Mais Marc savait qu'il n'arriverait pas à temps. « Papa !» La voix de Léa était petite, incertaine. Son crayon était resté suspendu en l'air. Marc vit dans ses grands yeux la peur qui montait et quelque chose en lui se déclencha. Il avait quitté les forces spéciales pour lui donner une vie normale, pour la protéger de l'obscurité dans laquelle il avait vécu 8 ans. Mais parfois, protéger l'innocence signifiait embrasser la violence une dernière fois. Lentement, Marc se leva. Sa chaise grinça sur le sol, le bruit résonna dans le restaurant soudainement silencieux. Les hommes à la table de Claire ne l'avaient pas encore remarqué, trop occupés par leur intimidation. Mais le regard de Claire le trouva à travers la salle, et elle vit quelque chose dans ses yeux qui lui coupa le souffle. Pas le plombier poli qui disait toujours « s'il vous plaît » et « merci », mais quelque chose de plus dur, de plus dangereux. Quelque chose qui avait dormi pendant 3 ans et qui se réveillait maintenant. « Excusez-moi », dit Marc assez fort pour que tout le monde l'entende. Les 3 hommes se tournèrent vers lui. Le visage du leader passa d'agacé à vigilant en évaluant Marc. Vêtements de travail, mains tachées de peinture, apparence complètement banale. « Occupez-vous de vos affaires, mon vieux, » dit-il avec dédain. « C'est une conversation privée. » Mais quelque chose dans la posture de Marc, dans son calme imperturbable, rendait les 2 compagnons nerveux. Ils étaient probablement eux-mêmes d'anciens militaires et reconnaissaient immédiatement quelque chose que les civils ne remarquaient jamais. « Je m'occupe de mes affaires, » répondit calmement Marc en faisant un pas de plus. « Et mes affaires, c'est que ma fille puisse finir son dîner en paix. Vos affaires, apparemment, c'est de faire peur aux gens. Ça ressemble à un conflit d'intérêts. » Sa voix restait calme, presque conversationnelle, mais en dessous se trouvait de l'acier. La température de la pièce semblait chuter de 10 degrés. Le leader se leva. 1,45 mètres, probablement convaincu que le plombier chétif reculerait. Au lieu de cela, Marc bougea avec une précision fluide. 3 pas et la distance avait disparu. Ce qui se passa ensuite dura exactement 10 secondes, une chorégraphie de violence contrôlée. Marc saisit le poignet du leader et le tordit avec une précision chirurgicale. Le craquement des os résonna dans le restaurant, quand le bras céda dans un angle impossible. Avant même que l'homme ne tombe, Marc était déjà sur le 2e.
Utilisant l'élan de l'homme, il planta son coude dans le plexus solaire. L'homme s'effondra comme un château de cartes, haletant après un air qui ne venait pas. Le troisième tendit la main vers sa veste, mais Marc était déjà là, serrant son poignet si fort que l'objet qu'il tentait d'attraper tomba au sol. Une poussée d'Ostiati suffit et il trébucha en arrière contre une table vide, les mains levées en capitulation silencieuse. Le restaurant était silencieux. Seulement les gémissements des deux hommes au sol et le léger grattement du crayon de Léa interrompaient le calme. Marc lissa sa chemise de travail et retourna à sa table, comme si rien ne s'était passé. Mais ses yeux ne quittaient pas les trois hommes. Le leader se redressa péniblement, protégeant sa main cassée, le visage tordu de douleur et de rage. « Ce n'est pas fini », gronda-t-il. Mais Marc le regarda juste avec cette patience froide, une patience qui parlait de violence profonde et maîtrisée. « Si, dit-il simplement. C'est fini. Vous partez maintenant. Vous oubliez Madame Bernard. Et si je vous revois jamais, vous ou quelqu'un comme vous, harcelant des innocents dans ma ville, nous aurons une autre conversation. Croyez-moi, cette conversation vous plaira moins qu'à moi. » L'autorité tranquille dans sa voix fit instinctivement reculer le leader d'un pas. Les trois hommes boitèrent vers la sortie. Le leader jeta un dernier regard plein de haine à Marc, un regard qui promettait une violence future. Mais Marc connaissait déjà ce regard. Il l'avait vu dans une douzaine de pays de centaines d'ennemis. Il ne le craignait plus. Ce qui lui faisait plus peur, c'était le regard de Léa. Son livre de coloriage était posé devant elle, oublié, ses yeux grands essayant de comprendre ce qu'elle venait de voir. « Mon papa était dans la marine », annonça Léa, pragmatique comme seul un enfant peut l'être. Il protégeait les gens des méchants, comme à la télé, sauf que c'était vrai. Elle se remit à son hippocampe comme s'il était parfaitement normal que son père démonte trois hommes en quelques secondes. Claire Bernard était assise, pétrifiée. Son regard restait fixé sur Marc Dubois, reconnaissante, confuse et avec une pointe de reconnaissance. Ses mains ne tremblaient plus, mais sa tête tournait. Comment concilier l'homme doux qui commandait toujours des serviettes supplémentaires pour sa fille avec l'instrument précis de violence qu'elle venait de voir? Elle avait déjà vu des combats dans des vidéos, interviewé des vétérans. Elle connaissait la différence entre une bagarre de rue et un entraînement militaire. Cet homme n'était pas juste un ex-soldat. Il était quelque chose de spécial, quelque chose de dangereux, qui s'était caché dans le quotidien. « Merci », appela-t-elle doucement. Mais Marc était déjà de nouveau assis avec Léa, coupant de la pizza comme si les 2 dernières minutes n'avaient jamais eu lieu. Lentement, les clients retournèrent à leur conversation. Le danger immédiat était passé, mais une tension invisible demeurait. Les gens jetaient des coups d'œil furtifs à Marc, voyant à travers les vêtements de travail et les taches de peinture quelque chose de plus dur en dessous. Marc sentait leur regard, sentait le changement. Cela lui serrait la poitrine d'une peur familière. C'était exactement ce qu'il avait voulu éviter en déménageant à Sainte-Rose. C'est précisément pour cela qu'il avait cherché le travail le plus discret qu'il pouvait trouver. Il voulait n'être personne de spécial, juste un père élevant tranquillement sa fille. Mais la violence l'avait trouvé. Et maintenant, sa vie soigneusement construite semblait aussi fragile que l'assiette brisée qui avait tout déclenché. « Papa, ça va ?» demanda Léa en posant sa petite main sur la sienne. Son inquiétude était réelle, immédiate, et rappelait à Marc pourquoi il avait tout abandonné de ce qu'il était autrefois. Cette petite fille aux yeux de sa mère, avec sa capacité inépuisable d'aimer, valait tous les sacrifices. « Je vais bien, ma chérie, » dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je voulais juste m'assurer que tout le monde puisse manger en paix. » Mais en regardant autour de lui, le mélange de peur et de fascination sur les visages, Marc savait que sa vie tranquille à Sainte-Rose était devenue beaucoup plus compliquée. Claire Bernard était toujours assise dans sa banquette, le café maintenant froid. Son téléphone vibrait à nouveau, probablement d'autres menaces de l'organisation Castellano. Son regard retombait sans cesse sur Marc,
comme si elle voulait résoudre une énigme qui ne collait pas. La police arriva 20 minutes plus tard, mais les 3 hommes avaient depuis longtemps disparu. Et curieusement, pendant les 15 secondes décisives, les caméras de sécurité du restaurant avaient eu des problèmes techniques. Mark donna une déclaration, techniquement correcte, mais sans révéler sa véritable identité. Il se décrivit comme un citoyen concerné qui était intervenu en voyant quelqu'un menacé. Les agents étaient sceptiques, mais n'avaient pas le choix. Chaque témoin confirmait sa version. Quand les enquêteurs terminèrent leur travail, Claire s'approcha de la table de Mark. Léa était maintenant arrivée à un dos fin, complètement absorbée par sa peinture. Mark se tendit quand Claire s'approcha. Chaque fibre en lui voulait maintenir la distance, préserver les murs qu'il avait construits autour de sa nouvelle vie. « Je veux vous remercier correctement, » dit Claire doucement, pour que Léa n'entende pas. « Ce que vous avez fait ce soir, ces hommes étaient sérieux. Ils travaillent pour des gens très dangereux. Vous m'avez probablement sauvé la vie. » Elle s'arrêta, étudiant son visage. « Mais je soupçonne que vous le saviez déjà. » Mark soutint son regard immobile. Il y vit de l'intelligence, de la détermination, des qualités qui lui rappelaient une autre femme forte de son passé. « J'ai vu quelqu'un en difficulté, » dit-il simplement. « Je ne pouvais pas rester assis là. » Mais quelque chose dans l'expression de Claire lui dit qu'elle voyait plus qu'il ne voulait montrer. « Vous bougez comme un militaire, » continua-t-elle, ignorant son évasion. « Pas n'importe quel militaire. Force spéciale, probablement marine, d'après ce que votre fille a dit. » Elle se pencha, baissant la voix. « J'ai défendu assez de vétérans pour reconnaître les signes. La question est, qu'est-ce qu'un ancien soldat d'élite fait comme plombier à Sainte-Rose? » Le sang de Mark se glaça. Cette femme était dangereuse d'une façon complètement différente des hommes précédents. Dangereuse parce qu'elle était assez intelligente pour percer à jour son échafaudage de mensonges soigneusement construit. « Je pense que vous avez trop d'imagination, » répondit-il prudemment. « Je répare des tuyaux et j'élève ma fille. » « Pas avec moi. » Mais Claire ne se laissa pas décourager. Elle sortit une carte de visite de son sac et la posa sur la table. « Les hommes de ce soir travaillent pour Victor Castellano. Il essaie d'étouffer un scandale dans le secteur de la défense qui va plus loin que vous ne l'imaginez. Des gens sont morts pour garder ce secret, et d'autres mourront si personne ne l'arrête. » Ses yeux trouvèrent les siens. « J'aurais besoin de quelqu'un comme vous. »« Je ne suis pas intéressé, » répondit durement Mark, mais il ne repoussa pas la carte. « Mes jours de combat sont terminés. J'ai maintenant des responsabilités plus importantes. » Son regard se dirigea vers Léa, qui colorait soigneusement les nageoires de son dauphin, complètement absorbé. « Capitaine Benjamin Rodriguez, » dit soudain Claire. Le monde autour de Mark bascula. Ce nom le frappa comme un coup, faisant remonter des souvenirs qu'il avait enterrés pendant 3 ans. Rodriguez avait été son commandant en Afghanistan, un homme d'intégrité absolue, qui était mort en sauvant son équipe d'une embuscade qui n'aurait jamais dû arriver. D'où connaissez-vous ce nom? Sa voix était à peine plus qu'un chuchotement, mais l'intensité fit reculer Claire d'un demi-pas. Elle avait touché quelque chose de profondément enfoui. « Parce que le capitaine Rodriguez était mon père, » dit doucement Claire. Et selon son dernier rapport de mission, il est mort en sauvant la vie du sergent-chef Marc Dubois et de toute son équipe. Il est mort parce que quelqu'un a vendu de l'équipement défaillant à l'armée. Exactement la même personne que j'enquête depuis 6 mois. Le livre de coloriage de Léa glissa au sol pendant qu'elle levait les yeux. Elle sentait la soudaine lourdeur dans la pièce, les adultes silencieux, pleins de souvenirs et de douleurs. Pour Marc, c'était comme si les murs du restaurant se rapprochaient, comme si les murs protecteurs autour de sa nouvelle vie s'effondraient sous les mots de Claire. Rodriguez avait été plus qu'un commandant pour lui, un mentor, une figure paternelle. Il lui avait enseigné que la vraie force consistait à protéger les autres, pas à détruire les ennemis. « Papa », la voix de Léa le ramena au présent. Elle était petite, inquiète. Il se força à ne pas glisser dans les ombres de son passé.
Sa fille avait besoin de lui ici, maintenant. « Nous devons partir, » murmura Marc en atteignant son portefeuille. Mais la main de Claire saisit fermement son poignet, désespérée. « S'il vous plaît, » chuchota-t-elle. Et quand il regarda dans ses yeux, il reconnut la même volonté inébranlable qui avait autrefois mené son père au dernier combat. « Je sais que c'est beaucoup demandé, mais j'ai besoin de votre aide. Mon père est sang à mort parce qu'il voulait protéger quelque chose. Pendant 2 ans, j'essaie de découvrir ce que c'était. L'affaire Henderson, celle que ces hommes voulaient que j'abandonne, est liée. Victor Castellano a fourni l'équipement défaillant qui a coûté la vie à mon père et à son unité. Si je peux le prouver, je peux enfin lui rendre justice. » Marc ferma les yeux, sentant le poids d'anciennes promesses et de nouvelles responsabilités l'écraser. Il avait juré au capitaine Rodriguez d'utiliser ses compétences pour protéger les innocents. Mais il s'était aussi juré de ne jamais laisser Léa seule, pas comme sa mère l'avait laissée. 2 promesses qui semblaient inconciliables. « Je ne peux pas, » dit-il finalement, sa voix lourde de regret. « Je dois penser à Léa. Je ne la laisserai pas seule. » Mais même en le disant, il sentait sa résistance s'effriter. Rodriguez était mort pour lui, avait pris la balle qui lui était destinée. Pendant 3 ans, cette culpabilité l'avait rongé. Claire reconnut la lutte intérieure. Elle regarda Léa, qui observait les 2 adultes, avec un regard beaucoup trop clair pour son âge. Ses traits s'adoucirent. « Et s'il y avait un moyen de la mettre en sécurité pendant que vous m'aidez? J'ai des contacts, des ressources, une protection. » « Non, » répondit Marc catégoriquement, mais sa main se dirigea inconsciemment vers l'endroit sous sa chemise où pendaient les plaques d'identité de Rodriguez. Il les portait depuis les funérailles chaque jour, un mémorial silencieux à l'homme qui avait sauvé sa vie. « Papa !» Léa s'était levée, se plaçant à ses côtés et glissant sa petite main dans la sienne. La dame effrayée est la fille du capitaine Rodriguez, n'est-ce pas? Le Rodriguez dont tu me racontes toujours des histoires. Marc s'agenouilla pour rencontrer ses yeux, posa ses mains sur ses épaules. « Oui, ma chérie, mais ce ne sont que des histoires. Ceci est la vraie vie, et c'est plus compliqué. » Il pouvait voir les rouages tourner dans sa tête, l'intelligence de sa mère étincelant dans ses yeux sombres. « Mais tu dis toujours que le capitaine Rodriguez était un héros, » continua Léa sérieusement. « Et les héros aident les gens, même quand ça fait peur. » Elle regarda Claire, directement et sans détour. « Tu veux être une héroïne aussi, comme ton pas? » Claire avala sa salive, sa façade se fissurant brièvement pour laisser entrevoir la douleur et la détermination. « J'essaie, » répondit-elle honnêtement. « Mais je n'y arrive pas seule. Ton papa est le seul qui puisse m'aider à finir ce que mon père a commencé. » Marc sentit le poids familier de décisions qui changeraient des vies. Chaque instinct lui criait de prendre Léa et de disparaître. Mais dans sa mémoire résonnait la voix de Rodriguez. Certains combats valent le risque. Protéger l'innocence signifie se tenir soi-même dans la ligne de mire. « Si je t'aide, » dit lentement Marc, « et je dis si, qu'est-ce que tu attends exactement de moi? » Les yeux de Claire s'illuminèrent, mais Marc leva une main d'avertissement. « Et pas d'édulcorant. Si tu veux que je t'aide, tu me dis toute la vérité. Tout, peu importe à quel point c'est laid. » Claire hésita, regardant Léa, incertaine de combien on pouvait dire en présence d'un enfant, mais Marc secoua la tête. « Elle reste avec moi. Quoi que tu dises, elle l'apprendra de toute façon. Comme ça, je peux le lui expliquer. » Claire comprit et commença. Victor Castellano dirige une entreprise d'armement appelée Meridian Industries. Depuis 5 ans, ils fournissent des gilets pare-balles aux unités à l'étranger. Sur le papier, ils sont parfaits, passent tous les tests, mais en situation réelle, ils échouent. Votre équipe n'était pas la première à être touchée par un équipement défaillant et ne sera pas la dernière si personne ne l'arrête. La mâchoire de Marc se crispa. « Combien ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Combien sont morts à cause de cette armure? » « Au moins 47 cas confirmés? Probablement plus, » répondit Claire, le poids de ce nombre dans sa voix. Léa écoutait avec une attention sérieuse, son petit front plissé.
Alors le méchant fait du mal aux soldats, comme le capitaine Rodriguez, et Madame Claire veut l'arrêter. Exactement, ma chérie, dit Marc doucement. Mais arrêter les méchants, c'est dangereux. C'est pourquoi papa ne voulait pas participer. Mais même en le disant, Marc sentait sa résistance s'effondrer. La pensée d'autres soldats qui devaient mourir parce qu'ils se tenaient à l'écart le brûlait. Mais papa, dit Léa, avec une logique enfantine, si tu n'aides pas, d'autres vont mourir. Et alors le capitaine Rodriguez serait triste. Maman disait toujours que faire ce qui est c'est bien est dur, mais c'est exactement pour ça que c'est bien. Marc ferma les yeux. Sa normalité soigneusement construite s'effritait. Léa avait raison, Claire avait raison. Et quelque part dans l'obscurité, au-delà de la mort, Rodriguez était probablement du même avis. Mais le choix restait difficile. « Si je fais ça », dit-il finalement en regardant Claire dont l'espoir s'illuminait. « Alors selon mes règles, pas d'héroïsme, pas de risques inutiles, et la sécurité de Léa passe avant tout. Dès que je pense qu'elle est en danger, je sors, pas de discussion. » Claire acquiesça immédiatement, le soulagement visible sur ses traits. « Parfaitement clair. J'ai une maison sécurisée, des forces de sécurité, tout ce dont nous avons besoin pour la protéger. Mais je dois demander, pourquoi avez-vous vraiment quitté les forces spéciales? Des hommes comme vous ne prennent pas leur retraite pour devenir plombier dans une petite ville. » Marc resta silencieux longtemps, son doigt se dirigeant vers l'endroit où son alliance avait autrefois résidé. « La mère de Léa est morte il y a 3 ans, dit-il finalement, sa voix contrôlée. Cancer. J'étais en mission. Je n'ai pas pu revenir à temps. Je n'ai même pas pu lui dire au revoir. C'est alors que j'ai compris que mon entraînement, mes compétences, tout ça était inutile si je ne pouvais pas protéger les gens que j'aimais le plus. Alors j'ai démissionné, j'ai déménagé ici. Je voulais donner à Léa la vie normale que sa mère avait rêvée pour elle. » La compréhension se refléta dans les yeux de Claire et le respect. « Je suis désolée, » dit-elle doucement. « Je ne peux pas imaginer à quel point c'était dur. » Son regard se dirigea vers Léa, qui faisait semblant de ne pas écouter mais accrochait chaque mot. « Mais peut-être que c'est l'occasion d'honorer les 2 souvenirs. Votre femme et mon père. Ils auraient en voulu que nous empêchions d'autres familles de subir la même chose. » Marc regarda autour de lui chez Marcel, l'endroit où il avait essayé de construire une nouvelle vie. Une vie simple, discrète. Mais les regards d'essai des clients avaient mal changé. Leur chuchotement le trahissait. Il n'y avait pas de retour en arrière. « D'accord, » dit-il finalement. Les mots semblaient comme un saut dans l'obscurité. « Je vais t'aider. Mais d'abord, je dois prendre des dispositions pour Léa. Elle a besoin d'un endroit sûr. » « En fait, » répondit prudemment Claire, « j'ai pensé exactement à ça. Ma maison est en dehors de la ville avec de bons systèmes de sécurité. Peut-être qu'il serait mieux que nous restions tous les 3 là-bas jusqu'à ce que ce soit fini. » Elle rencontra le regard curieux de Léa. « En plus, j'aurais pu utiliser la compagnie. Travailler seul, c'est solitaire. » Les yeux de Léa s'illuminèrent à cette perspective. « Tu as la télé par câble et je peux apporter mes affaires de coloriage. » Claire sourit pour la première fois de la soirée, vraiment. « Télé par câble, Internet rapide et la plus grande salle d'art que tu aies jamais vue. J'ai peint moi-même avant d'étudier le droit. Toutes les couleurs sont encore là. » Quelque chose dans la poitrine de Marc se détendit, un contrôle qu'il avait maintenu avec une poigne de fer pendant 3 ans. Peut-être que Rodriguez avait voulu dire exactement cela. La force ne signifie pas affronter seule l'obscurité, mais trouver les bonnes personnes à ses côtés. « D'accord, dit-il, nous le faisons ensemble. Mais d'abord, j'ai besoin de tout sur Castellano, son organisation, les preuves, tout. Si nous voulons faire tomber une entreprise d'armement, les faits doivent être irréfutables. » Claire rayonna, ses traits se détendant. « J'ai tout ce dont nous avons besoin. » Elle tapota son sac où se trouvait une clé USB. Dossier financier, correspondance, résultats de tests, rapport sur les décès. Avec votre aide, nous pouvons enfin tenir ces gens responsables. 3 mois plus tard, Marc Dubois se tenait dans un tribunal fédéral, regardant Victor Castellano emmener menottes au poing,
enfin, tenu responsable de la mort de 47 soldats. Le dossier de Claire était irréfutable, soutenu par les preuves que son père avait rassemblées et renforcées par l'expérience tactique et les contacts de Mark. Ensemble, ils avaient accompli l'impossible. Cela avait été dangereux, plein d'évasions de justesse et de moments où Mark pensait qu'il n'y arriverait pas. Mais ensemble, ils avaient tenu bon, unis par leur promesse d'honorer l'héritage du capitaine Rodriguez. Alors que les journalistes criaient des questions et que les procureurs célébraient, Mark ne pensait pas à la victoire, mais à la vie qu'ils avaient construite. Claire était devenue plus qu'une alliée. Elle était devenue famille, et Léa avait prospéré dans cette nouvelle communauté, ses œuvres d'art connectant passé et présent. Un portrait du capitaine Rodriguez pendait maintenant dans le bureau de Claire, peint par la petite main de Léa comme un rappel vivant de l'homme qui les avait tous réunis. « Et maintenant ?» demanda Claire alors qu'ils descendaient les marches du palais de justice, Léa sautillant joyeusement entre eux. « Maintenant, nous rentrons à la maison, » dit simplement Mark, tous ensemble. Sur le chemin du retour vers la ferme qui était devenue leur refuge, Mark vit dans le rétroviseur leur reflet. Un père, une fille, une femme qui était devenue leur famille. Une famille née de la crise, renforcée par l'espoir. Rodriguez aurait été fier d'eux, pensa Mark, pas seulement à cause de la justice, mais à cause de la vie qu'ils avaient construite des cendres. Au restaurant, il y avait maintenant 3 assiettes le vendredi soir au lieu de 2. Léa colorait encore en mangeant, mais maintenant, elle dessinait une nouvelle figure à côté de papa et maman, Claire. Et Mark savait enfin qu'il n'avait plus besoin de fuir le monde, que la plus grande force ne résidait pas dans la violence, mais dans l'amour, la confiance et le courage de se rengager dans la vie. Les plaques d'identité de Rodriguez pendaient toujours à son cou, mais maintenant, elle ne se sentait plus comme un fardeau, mais comme une bénédiction. Et pendant que Léa peignait sa dernière image, un portrait de famille avec tous les vivants et les morts, Mark savait que c'était la vraie victoire. L'histoire de Mark et Claire nous enseigne qu'un héros peut se cacher sous l'apparence la plus ordinaire et que parfois, 10 secondes de courage peuvent changer le cours de 3 vies. Ce plombier tranquille qui protégea une étrangère découvrit que fuir son passé n'était pas la solution, mais que l'utiliser pour protéger ceux qui en ont besoin l'était. Claire, l'avocate déterminée à rendre justice à son père, apprit qu'elle n'avait pas à porter ce fardeau seule. Leur histoire nous rappelle que les vraies familles ne se forment pas toujours par le sang, mais par le choix, le sacrifice mutuel et la détermination partagée de faire ce qui est juste. Mark n'était pas un héros cette nuit-là au restaurant, il était simplement un homme qui ne pouvait détourner les yeux face à l'injustice. Parfois, c'est exactement ce dont le monde a besoin. N'oubliez pas de liker cette histoire si elle vous a inspiré et dites-nous dans les commentaires. Auriez-vous eu le courage d'intervenir comme Mark? Votre soutien nous aide à créer plus d'histoires qui célèbrent l'héroïsme du quotidien et le triomphe de la justice.